Bonjour à toutes et à tous. Donc après cet après-midi très intéressant sur l'architecture, sur les monuments et son histoire, on va parler bien sûr des métiers qu'il y a derrière. Notamment, je vais évoquer les métiers de la taille de pierre, qui est bien sûr un élément bien sûr central dans la construction. Donc on va faire une évolution alors aussi rapide, puisque comme vous pouvez le voir, on va passer de Néandertal par la taille d'un silex jusqu'à une taille par un outil numérique au XXIe siècle. Voilà, mais il ne faut pas s'affoler pour autant. Donc je fais un bond rapide quand même, parce que je ne vais pas m'étaler sur Néandertal, mais je vais partir surtout à l'époque pré-romaine, on va dire, et gallo-romaine, où l'outillage était très rudimentaire, comme vous pouvez le constater sur l'image. On était surtout constitué d'outils assez simples qui étaient utilisés, mais précédemment aussi. Vous avez le pic, ici, le poinçon, et deux outils, la taille, l'outil en bois, la massette en bois et la massette en métal. Donc la massette en métal pour la pierre tendre et la massette en bois pour la pierre dure, afin d'éviter que le choc ne se transmette trop violemment dans le bras des tailleurs de pierre. Il faut savoir que quand la pierre a été extraite, n'importe quelle pierre, que ce soit le grès ou le granit d'ailleurs, et le marbre, quand une pierre sort de carrière, est une pierre tendre, donc relativement facile à travailler. Elle prend sa dureté dans le temps, et on forme d'ailleurs le calcin, qui est une peau, une protection naturelle que la pierre se forme derrière. Donc l'outillage était quand même relativement rudimentaire à cette époque. C'est pour ça qu'on voit régulièrement dans ces périodes des stries sur les parements. Donc on avait une taille assez grossière. Il faut savoir aussi que les Romains disposaient de moyens humains sans limite, bien sûr. L'esclavage, bon marché d'ailleurs. L'instabilité de cette période rendait le transport difficile et donc limitait l'emploi de main-d'œuvre itinérante qualifiée. Voilà. Bon, par contre, au Moyen-Âge, on peut confier une tâche de précision et de qualité aux compagnons, libres et mieux formés. Donc, on avance, voilà. Donc, on commence à arriver donc, sur des édifices romans, donc plus intéressants, où on commence à avoir effectivement un travail plus intéressant dans la taille de pierre. Elle devient donc plus soignée par la suite, sous l'influence des arts de Syrie, puisqu'il y avait la période des croisés. Donc on a beaucoup d'architectes et de compagnons ont pu ramener une technologie de taille intéressante. Je reviens en arrière, pardon. Donc là, on retrouve les outils de l'époque, le taillant, le marteau grain d'orge. On a ici ces outils, la polka que vous voyez ici. On retrouve toujours le pic qui a été employé à l'époque. Donc on avait une taille relativement fine, qu'on appelait une taille de layage, qui donnait des parements striés assez fins. Donc on retrouve aussi pas mal de ces éléments sur les vitraux de la cathédrale de Chartres aussi. On voit les compagnons travailler pendant ces périodes. Donc à cette période aussi apparaît ce qui est un terme qui est très important dans les métiers de la taille de pierre, c'est l'appareilleur. Donc l'appareilleur était généralement un maître compagnon qui avait acquis les connaissances nécessaires à la construction en maçonnerie en pierre de taille. Donc l'appareil, bien sûr, est l'art d'assembler les pierres afin de garantir une construction homogène et stable. Alors on le voit ici, dans les constructions, on avait l'emploi de matériaux qui étaient utilisés d'une manière homogène, avec un appareillage de pierre qui était respectueux des éléments de carrière qu'on pouvait connaître à l'époque. Au niveau des pierres, tout était bien calculé, tout était bien dimensionné. On avait aussi, là, comme vous pouvez le voir ici, la moulure, c'est-à-dire le petit profil ici, s'insérait dans un élément parallélépipédique. C'est à cette époque-là aussi qu'on a
le compagnonnage qui commence à apparaître, donc c'est autour du XIIIe siècle. On commence à avoir les corporations compagnonniques qui commencent à se faire reconnaître. Donc ce sont des ensembles de tailleurs de pierre ou d'autres métiers aussi qui se fédèrent en groupement, qui permettent de rassembler les métiers, les savoir-faire et acquérir aussi des vraies compétences dans le domaine du métier. Donc ce sont des compagnons qui sont toujours d'actualité au jour d'aujourd'hui, parce que le compagnonnage existe encore, et heureusement d'ailleurs. L'appareilleur avait des notions dans la stéréotomie, bien sûr. Donc on en a parlé dans l'après-midi. Donc la stéréotomie est l'art du trait qui lui permettait d'avoir une maîtrise parfaite pour élever par la suite les chefs-d'œuvre de l'architecture gothique. Donc là, vous voyez vous voyez ici des dessins d'appareillage de pierre. Donc ça, c'est l'escalier de Notre-Dame, où on avait un tracé relativement précis pour pouvoir permettre d'élever les parements. Vous avez aussi une croisée d'ogives ici. Donc ce sont des dessins d'appareils. Alors, pas d'époque, bien sûr, mais ce sont des dessins qu'on réalise toujours en ce moment. L'appareilleur sera le maître de nombreux édifices du Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle, où les architecteurs tels que Michel Ferré en 1518 et Dominique de Cortone en 1531 prennent peu à peu la direction des chantiers, tandis que le maître compagnon, ou l'appareilleur, deviendra entrepreneur. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a une transition entre l'architecte et l'appareilleur. L'appareilleur, à ce jour, est toujours en activité. L'appareilleur est considéré comme la personne qui refait tous les dessins et les tracés, et c'est la personne aussi qui est choisie en carrière les types de pierres pour permettre une réalisation de qualité. À la période classique, on change un peu de domaine. On voit apparaître le terme de ravaleur. Alors, le terme de ravaleur modifie aussi les outils. Alors, qu'est-ce que c'est que ravaleur? Parce qu'on parle de ravalement au jour d'aujourd'hui, mais on en parlait déjà à cette époque-là. Donc, le ravalement consiste à repasser la laye ou la ripe sur une façade en pierre de taille pour en égaliser les parements. En fait, c'est finir la taille de pierre après l'avoir posée en épanelage, ce qui permet tous les écarts d'appareil. C'est une mise en œuvre sans tenir compte de la moulure ni de la sculpture. À cette période, de nouveaux outils font leur apparition. Donc, on a la boucharde, on en a parlé cet après-midi. Donc, c'est un outil assez lourd avec des pics là, qui servaient à taper sur la pierre et à égaliser les parements. Donc, c'est un outil qui a été pas mal décrié puisque ça crée, en tapant et en frappant sur la pierre, crée des micro-fissures qui peuvent altérer à l'usage et autant des infiltrations d'eau et de gel. Voilà. On a aussi le guillaume, donc cet outil ici, donc, qui est maintenant plus employé qu'en termes de chemin de fer. Donc c'est un outil qui servait effectivement à ravaler les parements de pierre qui étaient posés brutes. Là, on a un exemple derrière vous qui est la tour sud de Saint-Sulpice, qui est restée inachevée et qui permet effectivement de voir toutes les modélatures, et là notamment les sculptures, qui ne sont pas du tout réalisées. Ce qui prouve bien qu'à cette époque-là, on taillait sur place et on se souciait peu de l'appareillage, puisqu'il y avait les techniques aussi d'armature des structures qui sont bien sûr cachées, qu'on a vu tout à l'heure aussi sur d'autres exposés, qui permettaient d'élever sans se soucier d'un appareillage classique. On passe au XIXe siècle. Donc le XIXe siècle, avec la révolution industrielle, la mécanisation se développe notamment en carrière pour la découpe des pierres, au fil et au châssis à lame. Donc la pierre est ainsi découpée en bonne dimension, mécaniquement, et le tailleur de pierre assure seulement l'épanelage et la taille des moulures. Donc là, vous avez même une photo moderne, mais au XIXe, on avait à peu près le même principe, qui était un fil à découper, qui n'était pas à l'époque au diamant, mais c'était un fil métallique avec, on mettait une abrasion à l'intérieur qui permettait de découper avec de l'eau des pierres dures. Et sur les pierres tendres, on avait ce type d'outillage-là, qui est un châssis à lame avec des dentelures ici, comme
comme une tronçonneuse à bois qui descendait et qui découpait la pierre tendre. Donc on a mécanisé à cette période-là beaucoup les carrières pour pouvoir amener sur le chantier de taille des éléments de blocs qui étaient déjà prédécoupés. Au XXe siècle, les deux guerres mondiales provoquent d'énormes dégâts sur nos monuments et les besoins en tailleurs de pierre sont énormes. C'est pour ça que le gouvernement crée en 1945 le BPMH. Donc le BPMH, c'est une formation qui a été créée à la fois avec les architectes de monuments historiques et le gouvernement pour pouvoir assurer une main-d'œuvre de qualité et formée dans la restauration de monuments historiques. Donc actuellement, cette formation existe toujours. Elle est en partenariat avec deux lycées, le lycée Hector Guimard et le CFA de Saint-Lambert, et elle est financée par la CAMBA, la Chambre d'apprentissage de la maçonnerie, et on a des partenariats également avec l'école de Chaillot. Donc nous, le groupement que je représente, recrute les candidats, les place et assure un suivi de ces jeunes jusqu'au diplôme. Il faut savoir que l'ensemble des tailleurs de pierre qui sortent de ce diplôme sont embauchés dans nos entreprises. On leur remet également, ce qui est très important, c'est quand ils arrivent, une caisse à outils avec des outils de l'époque, des outils qui permettent de faire une restauration dans les règles de l'art et attendues dans une restauration. Donc, la formation donc, est composée de presque 1100 heures sur 2 années en alternance par l'apprentissage. Donc, ils sont amenés à travailler sur toute la France, ce qui permet aux jeunes d'acquérir diverses expériences en restauration de monuments historiques, d'apprendre les matériaux et d'apprendre les techniques de taille qui pouvaient être faites suivant les régions. Donc, ça leur permet aussi d'acquérir beaucoup d'expériences en collaborant avec les différentes équipes d'entreprises et d'avoir une bonne formation. Il est évident que dans cette formation, ils ont aussi un cours qui est classé sur la stéréotomie, ce qui est un élément important. Donc, il y a autant d'heures de taille que de stéréotomie dans cette formation, ce qui permet également aussi d'apprendre toutes les techniques d'appareillage et de tracé suivant les différentes époques. Ils ont obligation d'établir 14 dessins qui relèvent suivant leur itinérance pendant ces 2 ans. Il y a une part importante dans cette formation qui est dédiée à l'histoire de l'art et à l'histoire de l'architecture, qui leur permet également d'aborder un édifice avant une restauration et de faire déjà un diagnostic sur les différentes techniques. Bien sûr, il y a la pratique en taille de pierre, donc ça se fait dans le lycée Hector Guimard dans le 15e, où il y a les pratiques de taille de pierre et d'épure dans la restauration de monuments. Et là, vous retrouvez les différents outils que je vous ai montrés tout à l'heure, la massette en bois, les différents outils, le grain d'orge. Tous ces outils que vous voyez là ont été utilisés en grande partie sur les restaurations que je vous ai présentées. Donc, on a encore une grande part de travail manuel dans cette formation. À la fin de formation, ils réalisent, on dit comme dans le compagnonnage, un chef-d'œuvre. Donc, c'est surtout des maquettes sur la stéréotomie et sur des ouvrages assez complexes. Là, vous voyez une série de trompes, un peu loin, qui ont été faites ici avec un travail intéressant sur la stéréotomie. Et puis ici, vous avez une voûte aussi intéressante qui a été réalisée sur les épreuves. Donc chaque épreuve, chaque groupe réalise ce type d'ouvrage à la fin. On a aussi un enseignement plus classique de conférences. Ils ont des sorties, bien sûr, l'enseignement général qui est appliqué dans cette formation. Et nous avons aussi, bien sûr, intégré la technologie de maintenant, c'est-à-dire AutoCAD, que vous voyez en haut, et Revit, et ils travaillent dès la 2e année sur ordinateur dans le dessin et le tracé.
Donc, à ce jour, donc depuis la création de cette formation, plus de 1200 diplômés sont sortis comme tailleurs de pierre ou chefs d'entreprise, appareilleurs, chefs d'équipe, même il y en a certains qui ont eu le diplôme des meilleurs ouvriers de France. Donc c'est une formation qui suit et qui perdure dans ce domaine. Alors le 21e siècle, on va l'aborder aussi. C'est les différentes techniques de restauration qui existent au jour d'aujourd'hui, qui s'appréhendent à de la greffe numérique, qui consiste en fait à prendre une empreinte de la pierre restaurée, mais comme vous le voyez là sur le dé, vous avez une partie existante et on vient juste greffer un élément de pierre juste sur la partie altérée que vous voyez ici. Donc cet élément est entièrement fait numériquement et entièrement taillé par un robot. Donc où est la taille de pierre à ce jour? Il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut savoir que quand même, actuellement, on a ces techniques de restauration qui permettent de rapporter un élément sans remplacer l'élément complet. Donc, voilà le type de robot que vous avez vu au début de cette présentation, qui est en train de tailler cet élément, cette pièce qui sera rapportée après coup sur l'élément à restaurer. Donc il n'y a plus rien, donc je reviens avant. Donc pour conclure, le métier de la taille de pierre a traversé les siècles en s'adaptant à l'évolution technique moderne. L'arrivée du numérique dans nos métiers reste et restera un accompagnement. Elle ne remplacera jamais la main de l'homme qui donne, par son imperfection, un sens à l'ouvrage. Je vous remercie.